La vérité en face. Et donc la vérité en face ce matin avec cette nomination d'Elisabeth Borne à Matignon. Avec nous, nos invités ce matin pour en parler justement. Est-ce que c'est un nouveau souffle? Oui. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On aura donc Édith Cresson qui sera avec nous, ancienne première ministre, la première. Hein, bien sûr. Il a fallu attendre 30 ans, évidemment, même si, comme le dit Elisabeth Lévy, c'est vrai qu'il faut banaliser la chose, sauf que la banalité, elle a quand même attendu 30 ans. Donc, bon, quoi qu'on en dise. Hein. Et puis, notre invité aussi. Oui, Saveria Rojek, bonjour, merci d'être avec nous. Journaliste politique et éditorialiste sur France Info et LCI et auteur de ce livre Résurrection, les coulisses d'une reconquête aux éditions Stock. Les coulisses, effectivement, peut-être de cette seconde campagne. Oui, de ce seconde campagne où c'était pas gagné en fait d'avance. Et puis, vous revenez un petit peu sur tous les épisodes autour de ça. Oui, j'ai voulu le suivre toute cette dernière année et imaginer effectivement que 2017, le premier quinquennat, la première campagne, c'était la conquête, la grande marche. 2022, j'ai pensé à cette reconquête, c'est-à-dire comment on reconquiert les Français. Emmanuel Macron a été sans doute un des présidents les plus haïs de la Ve République. Il faut se rappeler, effectivement, on oublie, mais il faut se rappeler ce qu'était la crise des Gilets jaunes, avec des Français qui défilaient avec l'effigie du président, de son épouse Brigitte, au bout d'une pique. Donc, comment on revient d'un tel rejet, d'une telle haine, d'une telle fracture dans toute une partie de la population, et pour être de nouveau élu, comment on retrouve cette séduction qui avait emporté effectivement une grande partie du pays en 2017. Donc voilà, je suis partie de cette idée-là, j'ai suivi toute cette dernière année en sortie de pandémie, alors avec ce quinquennat de tempête, un quinquennat très particulier. Et vous revenez d'ailleurs sur ce livre, sur le rejet des électeurs vis-à-vis de leur président de la République, et qu'il a fait finalement son deuil de ce rejet pour le transformer en autre chose. Je pense qu'Emmanuel Macron a tout un tas de qualités, mais qu'en revanche, il est assez éloigné des Français, du français, en tout cas de ce qu'ont été les autres présidents. Quand j'écris qu'il a fait le deuil de la mort des Français, c'est aussi ce qui explique, j'en parle dans le livre, Jean Castex, l'ancien désormais Premier ministre, qui dit le problème de Macron, c'est qu'il est jeune, qu'il est beau, que tout lui réussit. Oui, il y a tout un chapitre où vous décrivez ça. Et que du coup, c'est vrai que plusieurs de mes interlocuteurs m'ont dit ça. Et c'est vrai que le Français étant jaloux, plutôt belliqueux, le Français ne l'aime pas parce que c'est effectivement, on a du mal à se reconnaître en lui. C'est-à-dire que même dans son couple, vous le dites, qui était un couple atypique. En effet, et même dans sa vie privée, on a du mal effectivement il ne ressemble pas à tous les autres présidents de la Ve République que nous avons eu avant. Et pourtant, il aurait pu avoir l'adhésion des femmes, puisque c'est un bel homme. Et ce qu'il n'a pas eu. Il l'a sans doute en partie. Alors quand je dis qu'il a fait le deuil de la mort des Français, c'est-à-dire que bien évidemment dans son électorat, il y a un socle dans l'électorat d'Emmanuel Macron qui reste bien évidemment là, qui le soutient, qui vote pour lui, hommes, femmes confondus. Mais effectivement, je pense il a compris depuis la crise des Gilets jaunes, que le premier quinquennat lui a appris qu'il aurait pas cette popularité qu'ont pu avoir un Jacques Chirac, d'autres présidents de la République, ce côté français normal qu'a aussi par exemple François Hollande. Il n'empêche qu'il n'a pas du tout, en revanche, fait le deuil de faire pour notre pays, de transformer notre pays. Mais il y a quelque chose qui est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron, Saveria Rojek, c'est plutôt un séducteur, et c'est comme ça qu'il a réussi. Absolument. Il séduit les gens qui viennent dans son bureau, il les voit avant de faire de la politique, il est comme ça. Et après, il a appris, vous pensez, pendant son quinquennat, que finalement il ne pouvait pas être aimé en fait de tout le monde, parce qu'il y a une séquence que vous racontez qui se passe dans la Drôme, en dessous de la Drôme, à Tain-l'Hermitage, quand il est agressé on l'a oublié par la fameuse gifle, quoi. Et donc il y a le ministre de l'Agriculture de l'époque qui en est un peu désolé, puisque ça se passe à côté de chez lui, et il lui répond non, ça c'est rien, ça, on s'en fout, quoi, grosso modo. Il y a deux personnes qui m'ont parlé effectivement, donc on oublie vite, mais c'est l'histoire de cette gifle effectivement qui à l'époque avait choqué la France entière. Immédiatement après l'incident, il a Didier Guillaume au téléphone, donc son ancien ministre de l'Agriculture, et il lui dit de façon tout à fait normale, mais non, c'est rien du tout, ça arrive. Il dédramatise complètement. Et une autre personne m'en a parlé également, c'est Sibeth Ndiaye, qui est l'ancienne porte-parole du gouvernement, qui l'a aussi au téléphone, je crois, un peu plus tard dans la journée, dans la soirée. Et de la même façon, il dédramatise complètement en disant mais non, ça arrive. C'est le genre de choses qui arrive.
arrive. Je voulais d'ailleurs souligner, il y a quelque chose d'un peu surprenant chez Emmanuel Macron. Il n'a pas ce côté, il sait qu'il n'a pas ce côté ultra populaire qu'on peut avoir d'autres hommes ou femmes politiques. En revanche, il adore aller au contact des Français. Et il va même vers les Français. On l'a vu d'ailleurs dans dans cette campagne qui a été d'ailleurs très courte. Mais il adore y passer des heures. Et ce qui est assez surprenant, il va toujours vers les Français qui lui sont dans une foule le moins acquis, ou j'allais dire le plus hostile. Il a un instinct pour les repérer. Il a un côté prosélyte. Il aime convaincre celui qui n'est pas d'accord avec lui. Ouais, est-ce qu'il a un instinct pour les repérer ? Quelque part, de voir, il le sent. Visiblement, puisqu'on a vu effectivement ces dernières semaines, à chaque fois il trouve la personne qui, il tombe sur la personne qui n'est pas tout à fait d'accord. Ouais, à Denain notamment, c'est des terres qui sont très favorables à l'extrême droite, et il a été à portée d'engueulade, je crois que c'est son expression, mais il y a quelque chose de paradoxal. C'est Xavier Bertrand qui disait il faut être à portée de gifle. À portée de gifle, mais Emmanuel Macron, il y a quelque chose de paradoxal parce qu'il n'a pas ce rapport, comme vous dites, aux Français. Néanmoins, ça reste le président qui sort à la fin de son mandat avec le meilleur niveau de popularité et de satisfaction par rapport à Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Comment vous expliquez ce paradoxe ? J'explique ça parce qu'aussi le quinquennat a été très particulier, parce qu'il n'y a plus ni de gauche ni de droite, que la seule alternative aujourd'hui au grand parti central qui est aujourd'hui Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui le macronisme, ce sont les extrêmes. Donc je pense que le socle d'adhésion, c'est un politique. Alors je pense que ça répond plus au nouveau paysage politique qui est le nôtre depuis un quinquennat désormais. Alors ce que vous dites, ce que vous écrivez aussi à travers les propos de certains dans son entourage, Richard Ferrand et d'autres, c'est qu'il avait une forme de naïveté. Quand il rencontrait par exemple David Lisnard, qu'il voit à un moment donné, il lui dit il est avec nous, il fait partie, et on lui dit non attendez, prudence, c'est pas aussi clair que ça, non? C'est le Sénat, absolument, c'est le sénateur François Patriat qui est un de ses très proches, qui est le patron du groupe En Marche au Sénat, qui a été un de ses premiers fidèles, un ancien ministre socialiste, qui me raconte ça parce qu'il est très proche de lui, il est proche également de son épouse Brigitte, et donc il me parle effectivement de la capacité de séduction d'Emmanuel Macron, de sa capacité de conviction, et en même temps il me dit que parfois il a ce côté. Il manque de lucidité sur certaines personnes, c'est-à-dire qu'il pense que son charme va tout emporter, et au final ce n'est pas tout le temps le cas, en l'occurrence avec David Lisnard, actuel patron de l'Association des maires de France et maires de Cannes. Vous revenez aussi sur son équipe, très réduite au début, Ferrand, Castaner, et ensuite ça s'élargit, très masculine, et ça s'élargit un petit peu sur des plus jeunes. En fait, est-ce que ça veut dire qu'il fait confiance finalement à très peu de gens? Il est aux aguets, il vérifie tout. C'est quoi? Qu'est-ce qui lui fait peur finalement? Les couteaux dans le dos? Il est ministre de tout. C'est une expression qui m'amuse beaucoup parce qu'elle est très juste. Et d'ailleurs, quand on me demande est-ce que le deuxième quinquennat, est-ce que le second quinquennat sera différent, je pense qu'on ne change pas, je pense qu'on peut s'améliorer, et je pense qu'il va rester ministre de tout. C'est quelqu'un, Gérard Collomb, son ancien ministre de l'Intérieur, l'a décrit récemment dans une interview. Il disait que à l'époque où il était encore donc ministre de l'Intérieur, pendant les conseils des ministres, il avait beau, en tant que ministre de l'Intérieur, présenter les dernières notes au président, et bien en face il y avait Emmanuel Macron qui relisait lui-même chaque note, chaque fiche. Je pense que ça lui vient, cette déformation de sa formation. Il est énarque, donc un énarque a l'habitude d'avaler 30, 40, 50 pages de notes par jour sur tous les sujets possibles et inimaginables, et qu'il fonctionne comme ça. D'ailleurs je l'écris, il fonctionne comme ça depuis toujours. Il a préparé depuis son adolescence tous les concours les plus difficiles de la République de cette façon, et il travaille toujours comme ça. Brigitte, à un moment, je rapporte ses propos de son épouse, elle raconte, je trouve ça amusant, chaque week-end quasiment ils vont à la lanterne, quand ils vont à la lanterne, à Versailles, il transporte avec ses devoirs. Tous les parapheurs, c'est-à-dire tous les dossiers, tout ça, qu'il signe lui-même, alors que à ce niveau de fonction, très peu encore signent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a maintenant des signatures automatiques. Allez, on poursuit avec vous, Saveria Rojek, dans un instant, et on va être en ligne aussi avec Édith Cresson qui sera avec nous, et Catherine Evrard également, qui est une chasseuse de tête, pour nous dire ce qu'elle pense de cette nomination. On le verra aussi avec vous. Restez avec nous et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300, ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face.
La vérité en face, une femme première ministre, va-t-il y avoir un nouveau souffle pour ce second quinquennat? Et pour en parler ce matin, Saveria Rojek, journaliste politique et éditorialiste et auteur de ce livre Résurrection, les coulisses d'une reconquête aux éditions Stock. Mais nous avons aussi... Et Lydia Guirous qui est toujours restée avec nous. Lydia Guirous qui est toujours avec nous. Et nous avons deux invités aussi. Madame Édith Cresson est avec nous. Bonjour madame, ancienne première ministre de la République. À l'époque, on disait première ministre sous François Mitterrand et présidente de la Fondation Édith Cresson pour les écoles de la deuxième chance. Et aussi Catherine Evrard est avec nous, chasseuse de tête, présidente fondatrice de CE Consultant, l'une des plus importants cabinets de chasseurs de tête aujourd'hui. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Bonjour. Je crois que vous connaissez bien en plus, toutes les deux. Donc, j'apprécie énormément madame le Premier ministre. Ah ben voilà. Alors, comment vous vous appelez d'ailleurs Édith Cresson, justement, quand vous aviez été nommée? J'ai pas compris ce que vous dites. Je disais, comment vous appelait-on quand vous aviez été nommée à Matignon? Madame, comment on m'appelait? Par mon nom, non? Madame le Premier ministre. Madame le Premier ministre. Écoutez, il n'y a qu'en France qu'on se pose ce genre de questions. Ça n'a aucune importance. Hein? Ouais. Ok. Bon, oui. Non. Pourquoi ça n'a aucune importance? Mais parce que ça n'a aucune importance. Écoutez, c'est pas le problème. Moi, ce que je retiens de la nomination de Madame Borne, ce que personne n'a retenu, c'est que c'est une femme qui a une formation scientifique et que par les temps qui courent, avec les problèmes qui se posent devant nous, ça me semble particulièrement favorable et une très très bonne décision. Ponts et chaussées et polytechnique, effectivement, pour Elisabeth Borne. Oui. Et pourquoi dans la classe politique, c'est assez rare. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose par les temps qui courent. Pourquoi? Parce qu'il y en a besoin pour être capable d'analyser un petit peu mieux les choses sur un plan en fait technologique, sur un plan de la transition économique. Les grands enjeux du réchauffement climatique, et, les grands bouleversements avec l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit et tout ce qui va nous arriver, je pense que c'est une bonne chose que quelqu'un qui occupe ce poste important ait une formation scientifique. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est une personnalité plutôt assez complète sur ce poste? J'ai pas compris la question. Est-ce que ça veut dire que c'est une personnalité assez complète sur ce poste, justement? Oui, bien sûr, c'est une personnalité assez complète et notamment, elle a cet élément qui est important. Donc d'avoir été sur des postes très techniques, en l'occurrence. Parce que Édith Cresson, on dit qu'elle est beaucoup plus techno que politique. Est-ce que c'est important ou pas? On dit n'importe quoi, vous savez. Non mais je sais, chez tout le monde, chez les journalistes comme chez les politiques, bien sûr. Chez les journalistes comme chez... minuscule, si vous permettez. Elle a fait une carrière politique qui est quand même brillante. Elle a occupé des fonctions politiques importantes et donc elle a une expérience politique qui est considérable. Cela dit, elle a en plus des autres cet élément de connaissance scientifique qui, par les temps qui courent, me paraît important. Et on dit qu'elle a une capacité et de rigueur en fait pour mener des dossiers. Et ça, c'est particulièrement effectivement important parce que c'est sa formation probablement d'ingénieur, quoi. Peut-être, oui, peut-être. Catherine Evrard, vous qui êtes habituée aussi à recruter des personnalités, dans ce recrutement qui a été effectué par Emmanuel Macron, quel est votre regard? Mon regard, d'abord, c'est très bien que ce soit une femme, mais dans mon métier... Ah ben ne dites pas ça, Édith Cresson, elle va pas être contente. Non, c'est très bien que ça soit une femme. Mais dans mon métier, on veut quelqu'un qui tienne la route. Alors, techniquement, j'ai un peu envie de dire les plus, les moins. Techniquement, évidemment qu'elle tient très bien la route. D'abord, c'est formidable d'avoir enfin un ingénieur contre un énarque. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Oui, c'est vrai. Elle a géré des dossiers très difficiles. Maintenant, moi, ce que je regarde aussi quand je cherche un dirigeant, c'est sa capacité à faire sourire les autres, à apporter du lien et du liant. Et je pense que là, d'après ce que disent les équipes, elle est un poil rigide et pas toujours très marrante, quoi. Et vous savez qu'en ce moment, on est dans une ambiance déjà assez négative. Je m'attendais, je dois vous le dire, surtout d'après ce qu'avait dit M. Macron, puisqu'il avait annoncé qu'il allait réinventer une manière de gouverner. Bon, je vais vous dire wait and see, parce que c'est son équipe qui va me dire si elle a fait le bon choix ou pas. Un grand patron doit choisir les bons sous lui.
Donc on va attendre l'équipe. Mais honnêtement, il y a quand même beaucoup de plus. Hein. C'est quand même une pupille de la nation. C'est une réussite exceptionnelle d'en arriver là. Et je pense qu'il faut quelqu'un à poigne, mais il faut qu'elle apprenne à sourire quand même, parce que chaque fois que je la regarde, moi, ça me manque un peu. Oui, mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de ça, parce qu'il y a des dossiers difficiles à mener? Je ne sais pas. Édith Cresson, est-ce qu'il faut alors qu'il y ait un peu ce que dit Catherine Evrard, c'est-à-dire une forme de convivialité? Vous me posez la question? Oui, je vous pose la question. Moi, je la connais, je l'ai rencontrée. Je trouve qu'elle n'est peut-être pas en train de sourire tout le temps, mais c'est pas nécessaire. Elle est tout à fait aimable, il n'y a aucun problème. Mais pour mobiliser les équipes, et vous le savez, puisque vous avez été à Matignon, il faut faire preuve peut-être un peu d'empathie avec les gens pour qu'ils vous suivent. Vous ne poseriez jamais cette question s'il s'agissait d'un homme. Ah si, exactement. On l'avait fait avec Édouard Philippe. Détrompez-vous, on pose à la fois parce que je comprends rien. Oui, non mais détrompez-vous, on pose cette question que ce soit en fait un homme ou une femme. Moi, à mon avis, elle a suffisamment d'empathie et puis elle peut évoluer aussi si c'est nécessaire. Oui. Saveria Rojek, une question pour vous donc. Madame Cresson, est-ce que avec la nomination d'Elisabeth Borne, après celle de Jean Castex, qui sont tous les deux, on va dire des technocrates, Emmanuel Macron achève de dépolitiser cette fonction de Premier ministre? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Je ne sais pas si ça dépolitise. Madame Borne, en ce qui la concerne, a une longue expérience politique. Hein. Elle a été dans des cabinets ministériels. Mais elle n'a jamais été élue. Oui, peut-être. Elle n'a jamais été élue, mais le président de la République, d'après la Constitution, il nomme qui il veut, y compris des gens qui n'ont pas été élus. Donc, il a choisi Madame Borne en fonction de ses qualités, et je pense qu'il a bien fait. Lydia Guérousse, question aussi avec vous, hein. Lydia. Juste une question, Madame Cresson, c'est Cécile de Manibus. Juste une question, justement, ses relations avec le président Macron. On a vu 3 profils différents, Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne. Il faut forcément une certaine proximité. Il faut pouvoir parler aussi au président et peut-être s'imposer parfois. Certains disent qu'elle sera une première ministre plutôt soumise, comme l'ont été, en tout cas, elle l'a été Jean Castex. Est-ce qu'elle peut, ce que je posais tout à l'heure comme question, s'émanciper un peu et prendre un peu plus d'espace? Je pense qu'elle n'hésitera pas à dire ce qu'elle pense au président en toutes circonstances. C'est une femme qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de volonté, et je pense que si elle n'est pas du même avis, elle discutera. Bien sûr. Est-ce qu'elle a intérêt à former son gouvernement assez vite? Alors parce qu'il y a là c'est beaucoup plus politique la question, parce que c'est vrai qu'il y a les législatives qui arrivent, il y a un gouvernement qui est en place. Comment faire? Choix délicat, non? Oui, mais enfin, manifestement, il va y avoir un nouveau gouvernement. Alors après les élections, peut-être qu'il y aura des petites modifications. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il va conserver la totalité du gouvernement en l'état. Quand vous étiez à sa place à l'époque, est-ce que beaucoup de gens vous téléphonaient? Est-ce qu'on vous faisait énormément de propositions? Est-ce que finalement, parce que j'imagine qu'il y a énormément de gens autour de vous qui à ce moment-là vous disent prenez un tel ou prenez moi, ou c'est difficile de faire justement ce choix-là. Il y a beaucoup d'intrigants ou de propositions. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de suggestions. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il y ait des propositions. Comme ça permet de choisir. Question de Saveria Rojek, Édith Cresson. Madame Cresson, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ces premières heures, effectivement, après une telle nomination, enfin une nomination à un tel poste? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Justement, ce que vous venez de dire, d'être assailli par les demandes, de constituer son équipe, le poids de la fonction. On se souvient qu'Édouard Philippe avait raconté qu'il avait perdu, je crois, presque 6 kilos pendant les jours qui avaient suivi sa nomination. Qu'est-ce qui est en train de traverser Elisabeth Borne en ce moment? Il y a toujours des difficultés. D'abord parce qu'il y a des gens qui voudraient entrer au gouvernement et qu'on ne souhaite pas prendre. Et puis, il y a des gens qui refusent aussi d'entrer au gouvernement. Donc, ce sont de longues discussions. Ce n'est pas facile. Enfin, c'est pas non plus quelque chose de terrible. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite? Est-ce que vous avez eu un moment de réflexion? Non, moi j'ai dit non tout de suite. Et j'avais d'ailleurs quitté le gouvernement, j'étais ministre des Affaires européennes.
c'est quand même la deuxième partie du deuxième mandat de François Mitterrand qui était extrêmement malade. Et moi, j'avais créé une entreprise pour aider les entreprises françaises à s'implanter dans les pays de l'Est après la chute du mur. Ouais. Et ça m'intéressait beaucoup. Je ne cherchais pas du tout à une position politique. C'est François Mitterrand qui m'a convaincu. Avec quel argument ? J'ai pas compris. Avec quel argument, on vous demande ? Je ne veux pas finir mon mandat sans qu'une femme ait été Premier ministre. Je lui ai répondu, il aurait peut-être fallu y penser avant. Oui. C'est le pire moment. C'était le pire moment. Non, c'est vrai. Vous êtes arrivé, évidemment, ce n'était pas simple. Édith Cresson, comme Catherine Evrard, il y a quelque chose qui est important aussi dans les débuts. Ça, c'est valable pour tous les postes, mais bien sûr aussi quand on est à Matignon, c'est d'être capable de bien s'entourer, en fait, dans les premiers temps, non ? Elle vient de nommer un directeur de cabinet. Oui, c'est 50% de la réussite d'un poste. Hein. Oui, Catherine Evrard, oui, c'est ça, oui. Les premiers jours et l'entourage, c'est la clé, en fait, c'est ça. Oui, moi, j'ai eu une très très bonne équipe. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. Très soudée, très solidaire. Et dans toutes les difficultés que j'ai traversées, elle a été extraordinaire. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine Evrard, Édith Cresson. Alors, on ne saura pas si on dit Madame la Première ministre. On dit ce qu'on veut. Il n'y a qu'en France qu'on pose des questions pareilles. Bah oui, il n'y a qu'en France qu'on s'étonne qu'une femme soit Première ministre. Ah ben non, mais c'est pas qu'on s'étonne. Mais non, mais c'est pas qu'on s'étonne. C'est pas qu'on s'étonne. Oui. Pourrait être que M. Macron compte sur son Premier ministre pour ne pas dépasser les bornes. Voilà. Oh, bon. Catherine Evrard, merci d'avoir été avec nous dans un instant et on continue jusqu'à 10h avec nos invités. Oui. Merci, au revoir. À tout de suite. La vérité en face. Eh ben, on parlera bien sûr, on parle de ce nouveau souffle. Et y aura-t-il un nouveau souffle avec la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, avec ce livre de Saveria Rojek, Résurrection, les coulisses d'une reconquête. Ça va pas faire plaisir à Éric Zemmour, hein, puisque c'est bah oui. aux éditions Stock. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que finalement Emmanuel Macron garde de ce quinquennat qui pourrait disparaître, parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on apprend de ses erreurs ? Est-ce que lui apprend de ses erreurs et change les choses? Je pense qu'il est conscient, et son entourage, voilà, les gens qui aujourd'hui l'entourent à l'Élysée, qui aujourd'hui dirigent le pays, ils sont conscients de la crise démocratique, de la fracture démocratique importante dans le pays, qui a déboulé il y a quelques années en 2018 sur la crise des Gilets jaunes. Donc je pense qu'ils sont très conscients de ça et qu'il faut réformer certaines choses, notamment peut-être la façon de gouverner, la façon d'intégrer ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, la façon aussi de parler, peut-être, de s'adresser. La façon également de parler. Alors justement, sur sa façon de parler, sur ces petites phrases, je l'interroge dans le livre là-dessus. Et il me répond, alors c'est du Macron, hein, il répond qu'au contraire, c'est pas de la provocation. Ces fameuses petites phrases, mais c'est au contraire pour être proche des gens, proche du peuple. Alors, il n'emploie pas l'expression proche du peuple, mais proche des gens. C'est-à-dire que il dit que pour se faire entendre, pour bien comprendre effectivement les Français, il faut parler comme eux, et que ces petites phrases, c'est en fait une façon de parler comme eux. Il me dit c'est de l'empathie. Voilà. Ils n'auraient pas utilisé ce mot. Voilà, c'est son explication sur la petite phrase. Non, mais c'est vrai. Et pour ça, il est assez fort, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il sait s'adapter à ses publics. Ah, complètement. Ouais. Complètement, il a une plasticité, effectivement, qui est extrêmement impressionnante. Moi, je l'ai vu, je l'ai suivi pour ce livre, je l'ai accompagné en Afrique. C'était le premier déplacement après un an de pandémie. Donc pendant un an, il n'est pas sorti de l'Union européenne. Ah, c'est quand il y a Sarko qui se déplace. Ah non, c'est pas ça. Le premier déplacement, c'est très symbolique. Il décide d'aller au Rwanda pour commémorer le génocide rwandais, reconnaître le rôle de la France dans ce génocide, et ensuite en Afrique du Sud. Tout ça pour dire, et ensuite on est en Afrique du Sud, et on est encore en pleine pandémie. L'Union européenne, au sein de l'initiative COVAX, essaye de donner des vaccins à l'Afrique. Mais tout ça pour dire, il n'y a aucune voix, aucune visée électoraliste à gagner dans les discours qu'il fait en Afrique du Sud. Je veux dire, on est très loin de la France, très loin des préoccupations françaises, etc., etc. Néanmoins, je l'ai vu, mais pendant 4 heures, 5 heures, comme en France, mais essayer de convaincre les gens avec qui il était, avec la même conviction, vous voyez, la même passion, le même acharnement qu'il met dans tous les sujets. C'est-à-dire que là, on était sur
la vaccination africaine au fin fond de l'Afrique du Sud. Il a envie de séduire et de convaincre. Séduire, il a envie de faire. En une phrase, je pense que pour ce nouveau quinquennat, son immense frustration lors du premier quinquennat a été qu'il a été empêché par la crise des Gilets jaunes, par la pandémie, il a été empêché de réformer le pays comme il l'aurait voulu, et que s'il veut laisser une trace dans l'histoire, c'est ce qu'il veut avec ce second quinquennat, il faut absolument qu'il transforme le pays. C'est aussi pour ça qu'il a besoin d'une majorité solide et qu'il s'est intéressé comme ça aux législatives. C'est que pour transformer le pays, il faut réformer, il faut une majorité sur laquelle il peut s'appuyer. Mais c'est son obsession pour ce début de nouveau quinquennat. En tout cas, ça s'appelle Résurrection, les coulisses d'une reconquête aux éditions Stock. Saveria Roget était avec nous ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, Valérie Expert qui reçoit la journaliste Julie Andrieux. Ensuite, Mathias Vargon. On va parler des urgences, notamment du côté de Saint-Denis et puis d'une façon générale de l'hôpital et des débercoffs sur le pont. Ciao, à demain.